Bonjour. Les buffers, donc des espaces mémoire dans lesquels on va pouvoir stocker, entre autres choses, des échantillons qui représentent des variations d'amplitude pour représenter le son. Donc du son stocké en numérique sur notre ordinateur en mémoire vive. En mémoire vive, dis-je. Donc, très utile, très important, les buffers, et c'est le premier de plusieurs vidéos donc sur des choses qu'on peut faire avec les buffers. Alors, première chose à noter, j'utilise un fichier qui s'appelle buffers01.scd, qui est dans un dossier, le chemin d'accès entier de ce fichier SCD-là. C'est ceci, users, user documents, mus1323, exemple, granu. Et là-dedans, j'ai un sous-dossier qui contient j'ai un sous-dossier qui s'appelle Audio. Donc, ce sous-dossier-là va contenir, il contient 4 fichiers sonores et je vais me servir de ces fichiers sonores-là. C'est pas obligatoire d'utiliser des fichiers sonores qui sont dans un sous-dossier au même niveau que notre projet, notre fichier SCD. Mais ça va être très pratique si on veut transférer notre projet sur une autre machine, sur un autre ordinateur. Donc d'avoir tout au même endroit, c'est vraiment une bonne pratique. Donc ça permet de faire des archives, faire des backups et aussi de transférer notre projet sur d'autres ordinateurs. Donc voilà, j'ai ce fichier-là qui contient pas grand-chose pour l'instant. Et ce qui m'intéresse, c'est la classe buffer. Alors la classe buffer, je vais aller voir sa documentation, c'est une représentation du côté du langage, d'une mémoire, la mémoire vive de l'ordinateur, mais d'une mémoire qui existe du côté du serveur. Donc c'est vraiment du côté du serveur, on va avoir un espace mémoire qui est réservé à stocker des échantillons sonores. Ça peut être autre chose, mais généralement, ça va être des échantillons sonores. Ça peut être des nombres arbitraires, mais nous, on s'en sert, en tout cas au moins aujourd'hui, pour faire du son, pour venir stocker des échantillons sonores. Ce qu'on va faire aujourd'hui, en fait, c'est qu'on va aller lire des fichiers sonores sur disque, mais on peut aussi se servir des buffers pour enregistrer, puis pour faire des délais, pour faire toutes sortes d'opérations. Donc, on va lire aujourd'hui des fichiers sonores qui sont sur le disque. Je vais sauter les détails qui sont là quand même importants. Je vous invite à lire cette documentation-là. Maintenant, je vais sauter la méthode alloc qui fait juste allouer de la mémoire réservée qui va pouvoir être remplie plus tard, soit avec du son qu'on va enregistrer, du son qu'on va charger du disque ou d'autres façons de remplir nos buffers. Donc, on va pour l'instant plutôt se servir de buffer.read. Et il va y avoir en fait au départ deux arguments qui sont vraiment importants pour buffer.read. Le serveur, donc le serveur sur lequel on va charger notre fichier sonore, et le path, c'est-à-dire le chemin d'accès en entier jusqu'à notre fichier sonore. Donc, je vais faire buffer.read. J'ai déjà démarré mon serveur. Si je fais donc mon serveur S, et ici mon path, qu'est-ce que c'est mon path? Si je retourne ici, je veux, par exemple, le craft moyen. Là, je peux venir prendre tout, en fait, ce chemin d'accès-ci, puis rajouter craft 02-craft moyen.wave. Ça ne sera pas nécessaire de faire tout ça à la fois sur le Mac et sous Windows, comme ici, et sous Linux aussi, il me semble. On peut juste faire un glisser-déposer, comme ceci. Super pratique. Donc, quand on fait ça avec un fichier sonore dans SuperCollider, on a le chemin d'accès en entier qui est écrit pour nous gratuitement, comme ceci. Super commode. Donc, il me reste à fermer ma parenthèse et rajouter un point-virgule. J'attire votre attention sur un petit détail. Ici, dans SuperCollider, les différents niveaux hiérarchiques, les sous-dossiers sont séparés par des forward slashes. Donc, j'ai des barres obliques, mais vers l'avant. Dans Windows, généralement, la tradition, c'est d'avoir des backslash, comme ici. Hein, c'est des barres obliques, mais vers l'arrière. Donc, sous Windows,
depuis quelques versions de l'OS, les deux caractères, à la fois backslash et forward slash, peuvent être utilisés de façon interchangeable pour accéder aux différents niveaux hiérarchiques. Donc, pour descendre dans l'arborescence des fichiers, on peut utiliser soit un slash, soit un backslash. Mais sur le Mac et sur Linux, vous devez absolument utiliser des slash, et je crois que c'est pour ça que l'IDE de Super Collider dans Windows va toujours presque toujours transformer les backslash en forward slash. Donc, sous Windows, un ou l'autre, ça va fonctionner, puis on va voir que même on peut, à l'intérieur d'une arborescence, utiliser les deux dans un même nom de fichier. Je ne le conseille pas, il me semble que c'est courir après le trouble, mais ça peut, c'est pas un problème sous Windows, mais si vous avez besoin d'avoir des projets qui sont compatibles sur plusieurs plateformes, utiliser des slash partout, c'est une bonne idée. Donc ici, j'ai un buffer, j'ai l'objet buffer, j'utilise la classe buffer, dis-je, et j'utilise la méthode read sur la classe buffer. Je vais venir charger sur mon serveur S le fichier sonore 02craftmoyen.wave. Et qu'est-ce que ça va me donner, ça? Bon, ça vient me charger en mémoire le buffer 0. Maintenant, je n'ai pas été très judicieux dans ma façon d'exécuter cette ligne parce que ce qui a été retourné par la méthode read, je l'ai perdu. Alors, je vais refaire ça, mais cette fois-ci en venant stocker en mémoire, pas en mémoire vive, mais en venant stocker l'objet buffer qui est retourné par buffer.read, puis en stockant ça dans la variable x. Donc, j'exécute cette ligne. Et à partir de ce moment-là, je peux prendre la variable x et faire .play dessus. Et là, ce que le langage va faire, c'est beaucoup de choses, dont, en fait, beaucoup de choses. Il va automatiquement me créer un SYNDEF qui va lire le buffer sur le serveur. Cette mousse au jambon se révélera aussi délicieuse que nourrissante si vous la préparez avec la mayonnaise Kraft. Donc, c'est le fichier sonore qu'on a chargé dans notre buffer. La première chose sur laquelle j'aimerais attirer votre attention, c'est le fait que la première fois que j'ai chargé en mémoire Kraft moyen, il y a eu un 0 qui est apparu ici, et la deuxième fois que je l'ai chargé en mémoire, il y a eu un 1 qui est apparu ici. Et si je le charge encore une fois, il va y avoir un 2, un 3 et ainsi de suite. Vous voyez le topo. Donc, si je fais x.play, cette mousse au jambon, j'ai encore la mousse au jambon qui se retrouve si vous la préparez avec la mayonnaise dans mon buffer. Kraft. Mais ça paraît pas trop, mais là, ce qui se passe, c'est que mon buffer a été chargé plusieurs fois en mémoire vive et je n'ai jamais libéré cet espace mémoire-là. Donc, j'ai chargé plusieurs fois le même fichier sonore dans des buffers et j'ai présentement 4 buffers qui ont été alloués et qui contiennent exactement la même chose. Donc, si je veux me débarrasser si je veux bien gérer mes buffers, je vais venir faire buffer, la classe buffer.freeAll. Et ça, ce que ça va faire, à partir de ce moment-ci, x.play, en fait, l'objet buffer représenté par la variable x existe encore, mais si j'essaie d'appeler la méthode play, je vais avoir une erreur qui dit buffer Eugene no buffer data, c'est-à-dire que j'ai libéré toute la mémoire qui servait à contenir mon fichier sonore Kraft moyen. Donc, j'aime bien, quand je travaille sur des buffers, quand je suis en période de développement, me garder une ligne buffer.freeAll. Des fois, on va charger en mémoire plusieurs fois le même buffer parce qu'on travaille sur notre code, on essaie des choses. On veut éviter d'accumuler trop de choses dans la mémoire qui ne servent pas à avoir des fuites de mémoire comme ça. Donc, avoir un buffer.freeAll, l'exécuter de temps en temps, puis après ça, repartir de zéro. Littéralement, repartir de zéro parce que le buffer que je viens d'utiliser, c'est le buffer 0 présentement. Et dans X, j'ai le buffer 0. Cette mousse au jambon se révélera aussi délicieuse que nourrissante si vous la préparez avec la mayonnaise Kraft. Donc, X, il y a plusieurs informations qui sont utiles à partir de l'objet X, qui est un buffer. Je peux faire query, comme ceci. Et là, j'ai
un peu d'informations sur mon buffer. Ici, j'ai buffnum, numFrames, numChannels, sample rate. Une chose qui serait utile aussi, ce serait d'avoir x.duration, comme ceci. Et ça, c'est la durée de mon buffer en secondes. Cette durée-là, elle va correspondre au nombre de frames divisé par la fréquence d'échantillonnage. Donc, ceci. Okay, c'est exactement la même chose. Ici, la fréquence d'échantillonnage, c'est la fréquence d'échantillonnage à laquelle mon fichier sonore Craft moyen a été enregistré, ou plutôt, en fait, la fréquence à laquelle le fichier sonore est. Ça ne correspond pas nécessairement à la fréquence d'échantillonnage de mon serveur. Ça peut être différent, ces deux affaires-là. On y reviendra dans une autre vidéo, mais ici, je me suis assuré, puis c'est quand même une bonne idée de faire ça en général, je me suis assuré que les fréquences d'échantillonnage de mes fichiers sonores correspondaient à la fréquence d'échantillonnage de mon serveur, donc 48 MHz. Le nombre de frames pour un fichier sonore mono, c'est-à-dire à un canal, ici j'ai le nombre de canaux, donc le nombre de frames, c'est le nombre d'échantillons. Si j'avais un fichier sonore qui était stéréo, j'aurais 2 canaux ici, et j'aurais en fait le même nombre de frames, mais j'aurais 2 fois plus d'échantillons. Donc, le nombre de frames, en fait, c'est le nombre d'échantillons divisé par le nombre de canaux. Okay. Je vais lire en mémoire autre chose. Je vais venir prendre y égale buffer.read S, virgule. Là, je vais retourner dans mon sous-dossier ici. Je sais pertinemment que le bateau est un fichier sonore stéréo. Et là, je vais le charger en mémoire. Faire y.play, on va l'écouter. Vous avez remarqué que la mayonnaise Craft sortait dans le haut-parleur de gauche uniquement. Ça ici, c'est une ambiance sonore qui est enregistrée dans un port, enfin près d'un port. Et c'est en stéréo, ça sort des 2 haut-parleurs et on va avoir une sirène de bateau, éminemment. Donc je viens faire commande point. Et je vais faire y.query. Donc ici, on voit que j'ai chargé ça dans le buffer numéro 1. Je vais y revenir. Le nombre de frames correspond à ceci, et la durée de Y, en fait, c'est ça divisé par ça. Hein, le nombre de frames, en fait, j'ai 48 000 frames par seconde. Pour représenter ce son-là, et le nombre de canaux correspond à 2. Donc, si je viens faire, regarder la durée de ce fichier-là, de ce son-là, c'est 39,5 secondes. Je vais continuer à parler un petit peu, en fait, des chemins d'accès. Donc, mes buffers peuvent être mono ou stéréo. Je vous disais que c'est intéressant de garder les fichiers sonores dans un sous-dossier qui est voisin de notre fichier SCD. Donc ici, on est dans le sous-dossier audio. Si je veux pouvoir, je dirais, transporter tout mon projet sur un autre appareil où le chemin d'accès serait différent, mais je peux enlever tout ça, comme ça. Enlever donc le lien vers en fait la base de mon arborescence et plutôt faire point resolve relative comme ceci. Et ce que resolve relative va faire, en fait, c'est qu'il va reconstituer le chemin d'accès en entier, mais de façon relative à l'endroit où mon fichier buffer01.scd est sauvegardé.
Alors, si je viens exécuter juste ce qui est sélectionné présentement, ben, j'ai reconstitué, en fait, SuperCollider a reconstitué pour moi le chemin d'accès jusqu'à craftmoyen.wave. Si vous avez un œil de lynx, vous avez peut-être remarqué que ici, j'ai un backslash. C'est pas un problème. SuperCollider, en fait, buffer.read, et puis le système d'exploitation Windows peut gérer à la fois les slash ou les backslash. Donc ça va. Et je viens faire, donc, charger ceci. J'ai chargé ça dans le buffer 2. C'est dans la variable x. Remarquez hein, que j'ai mis ça dans le buffer 2. J'ai remis ça dans la variable x. Le même fichier était chargé dans le buffer 0. Il est encore là, mais j'y ai plus accès directement avec la variable x. La variable x, c'est un buffer qui, en fait, pointe vers le buffer numéro 2 sur le serveur. Puis le buffer 0, ben, il est encore en mémoire, mais j'y ai plus vraiment accès. Donc ceci pour montrer que ça a fonctionné. Cette mousse au jambon sur... Voilà. Je peux faire la même chose avec le bateau. Resolve relative. Et je peux faire... Remarquez encore une fois, hein, là je l'ai chargé dans le buffer numéro 3. Donc si je viens faire y.play, j'ai mon ambiance sonore. Je vais profiter de cette ambiance-là pour vous parler un peu des numéros de buffers. Donc, les buffers sur le serveur, ils sont numérotés à partir de 0. Et on ne peut pas altérer ça. Donc, quand on utilise la méthode buffer, la méthode read sur la classe buffer, cette classe-là va venir choisir, cette méthode-là va venir attribuer pour nous un numéro de buffer. On pourrait forcer un numéro de buffer qu'on veut absolument, mais je ne le conseille pas. Je conseille de laisser la méthode read attribuer un numéro de buffer qui nous est donné par le serveur. Mais la chose importante, c'est que ces buffers-là, on peut en avoir beaucoup. Je pense que par défaut, il y a un maximum de 1024 buffers qui peuvent être chargés en mémoire sur le serveur. Mais on n'en a pas à l'infini, puis surtout, on n'a pas de mémoire à l'infini. Il va falloir libérer cette mémoire-là si on veut pas se retrouver avec de la fuite de mémoire. Mais les numéros, ici, donc, sont attribués automatiquement. On n'est pas obligé, mais je le conseille fortement de laisser le serveur et le langage nous attribuer des numéros de buffer et nous utiliser des variables pour accéder, des variables avec des noms probablement un petit peu plus éloquents que X et Y. Donc, des variables pour accéder à ces buffers-là. Si je veux les libérer, je peux faire buffer.freeAll. Ou je peux venir faire comme pour un syndef x.free, donc libérer mon buffer, et aussi y.free, comme ceci. Ou je peux faire buffer.freeAll, quand je viens libérer tous mes buffers, ben après ça, quand je viens les charger en mémoire à nouveau, je vais recommencer à numéroter mes buffers à partir de 0. Là, je viens de stocker quelque chose dans la variable y. Si je viens libérer le buffer 0, qui est stocké dans la variable x, hein, je fais x.query, je vois que c'est le buffer 0. Si je viens faire x.free, ici, que je fais x.query, ici, hein, j'ai une erreur parce que j'ai plus rien, donc dans le buffer X, ça a été libéré. Si je viens charger à nouveau en mémoire avec buffer.read mon fichier sonore craft moyen, ben, j'ai recommencé ma numérotation à partir du buffer 0 parce que le buffer 0 a été libéré. Donc, on peut le libérer soit en libérant tout le monde avec buffer.freeAll ou avec x.free, donc individuellement y.free. Donc, c'est important quand on utilise des buffers de s'assurer qu'on ne laisse pas des buffers qui vivent comme ça sans être utilisés, qui font juste occuper de la mémoire. On a une gestion de la mémoire à faire. Donc, ben, je vais nous laisser là-dessus, sur cette petite vidéo, qui est vraiment une introduction aux buffers.